Tout condamné. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous remercie pour votre visite. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite à propos de l'illustration de la peine de mort dans le cinéma hollywoodien. Cette vidéo comporte un certain nombre de chapitres qui chacun font des liens avec la peine de mort, une référence aux fondamentaux dans le cinéma hollywoodien, une hypothèse de travail sur ce qui structure la vie carcérale, l'abolition de la peine de mort en France, un rappel à propos de quelques fondamentaux qui sont à l'œuvre dans le système judiciaire aux États-Unis, la peine de mort en tant que sanction telle qu'elle est appliquée actuellement aux États-Unis, l'illustration de la peine de mort dans le cinéma hollywoodien. Et pour conclure, une référence à un des symboles majeurs, le bouc émissaire. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il y a dans cet objet cinématographique plusieurs fondamentaux dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans une vidéo précédente. How often do you go through this little ritual? Oh, every day the manufacturer recommends it. I don't believe it. Qui structure le cinéma hollywoodien, et en particulier trois. Le premier, c'est le héros a un tribut à payer s'il enfreint une loi, transgresse un code ou un tabou, et ceci afin d'obtenir un gain, quel qu'il soit. Ce tribut peut prendre toutes les formes possibles, dont l'exil où il devient fugitif, la prison où il devient détenu, et enfin la peine de mort. Le deuxième, c'est le héros porteur d'une vérité. Alors le héros, c'est un individu à l'origine comme vous et moi, unique, imparfait, porteur d'une vérité. Alors la vérité dans ce contexte, c'est bien entendu justice must be done. La justice doit être rendue. Did you fire Andrew Beckett because he had AIDS? The general public's hatred, our loathing, our fear. In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation. We don't live in this courtroom, no, do we? Tom Hanks. I love the law. Denzel Washington. Are you gay? Objection! Et enfin, l'adage scénaristique hollywoodien selon lequel meilleur le méchant, meilleur le film. Et dans le monde carcéral, évidemment, les méchants ne font pas, comme on dit, que de la figuration. We got a dead man walking here. Dead man walking. We got a dead man walking here. First aid. It's enough. En préambule, je vous rappelle une hypothèse de travail, qui est la mienne, à propos du monde carcéral. Vous savez comme moi que c'est un cercle fermé, que le public a en tête plutôt des stéréotypes à ce propos. Cette hypothèse est la suivante. La spécificité de ce monde carcéral, qui est un lieu de vie, ou pour certains un lieu de non-vie, c'est le fait que les détenus ont à négocier constamment et dans tous les détails, la quotidienneté. Ces négociations, elles s'inscrivent dans une routine. La routine du détenu, c'est le sommeil, les repas, la toilette, éventuellement le travail, la promenade, une visite, la télévision, les cigarettes, etc. Cette quotidienneté est l'objet de multiples négociations, où le détenu, il fait appel à ses ressources personnelles et qui sont ce qu'elles sont. Quoi qu'il en soit, le carburant de ces négociations, c'est l'autorité, le pouvoir et la violence. Alors dans le cinéma hollywoodien, si le scénario est centré sur le monde carcéral, on peut illustrer occasionnellement ces négociations. Par exemple, le héros qui débarque dans la prison et qui devra négocier avec un chef de gang caricatural, dangereux, une protection. Dead on you. You're gonna owe Arians $10. These Peckerwoods gonna make it real expensive, Bobby. Comme vous le savez, le pouvoir, c'est la capacité dont vous disposez pour faire changer le comportement d'un individu et éventuellement ce qu'il exprime. Dans ce contexte, on renoue avec la petite enfance où la perception de la temporalité est circulaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre tous les jours la même journée. Et puis en grandissant, on se rend compte que le temps, c'est linéaire, qu'il y a un avant, un maintenant et puis un après. Ces négociations s'ajoutent à la privation de liberté,
qui est un des fondamentaux punitifs dans la sanction. Alors vous allez me dire que dans la vie quotidienne, dite civile, tout un chacun est amené à négocier des choses. Bon, tout d'abord, c'est pas fréquent. Ensuite, ça se fait le plus souvent spontanément ou en improvisant. Mais ça n'est pas systématiquement comme en prison, sous la contrainte. Vous pouvez être amené à négocier en famille avec un adolescent un surcroît de discipline. Vous pouvez négocier avec votre conjoint ou conjointe le projet de partir en vacances et le choix d'une destination. Vous pouvez négocier avec un collègue un agenda de travail. Vous le faites spontanément, avec vos moyens là aussi. Ces négociations, elles sont obligatoires et multiples. Ce qui fait que cette vie carcérale est complètement artificielle. Une illustration dans ce film iconique sur l'univers carcéral. Alcatraz, The Rock. No one has ever escaped from this prison. This is Frank Morris. Armed robbery, burglary. Some men are destined never to leave Alcatraz. Alive. There are 12 counts every day. Hold it. One long count. We count the hours. Au préalable, je fais ici un aparté à propos de l'abolition de la peine de mort en France. Alors, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. À l'époque, le procédé utilisé pour appliquer la peine de mort était la guillotine, une décapitation du condamné. Alors, comme vous le savez, cette peine de mort a été abolie en 1981. À l'époque, au pouvoir, il y avait une gauche. Une partie pourrait être aujourd'hui qualifiée de gauche bourgeoise. Cette abolition a été inscrite dans un programme électoral pour lequel les Français s'étaient exprimés. Il n'y a pas eu de référendum populaire préalable. Peut-être aurait-il engendré une réflexion supplémentaire du côté du législateur. Ce projet a suivi un parcours juridique, l'ultime étape juridique étant le vote au Sénat français. Alors, j'ai le souvenir précis qu'à l'époque, sans forcer le trait, il y avait deux camps. Il y avait le camp du bien, les abolitionnistes. La plupart des arguments du côté du camp du bien étaient centrés sur le fait qu'il est moralement inacceptable d'exécuter un individu. Exécuter un individu, c'est le priver de la possibilité de se réadapter, de se resocialiser. Alors, on ne peut pas ne pas évoquer l'accomplissement de l'homme, qui est l'objectif ultime dans le communisme à l'époque de l'ex-Union soviétique. Exécuter un individu, c'est prendre le risque d'une erreur judiciaire, irréparable, irréversible. C'est exercer une vengeance, une barbarie, une cruauté. C'est un outil de répression dans certaines dictatures. Versus, du côté du camp du mal, un certain nombre d'individus qui, soit du bout des lèvres, soit publiquement, exprimaient le fait qu'il fallait maintenir ce dispositif dans le droit pénal français. Donc on a affaire à un sujet de débat particulièrement clivant. Ce thème avait engendré aussi de nombreux clivages dans le champ politique et qui évidemment engendre chez les protagonistes raisonner à l'affect, pour ne pas dire penser avec ses tripes, en allant chercher les émotions de base, la peur. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. La haine, l'amour, etc. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. À l'époque, il ne me semble pas avoir entendu parler de ce que l'on appelle le monopole d'État de la force physique. Aujourd'hui, on parle de violence d'État légitime qui délègue à un policier ou à un soldat le pouvoir de tuer un individu. Ce projet de loi a donc suivi un parcours juridique où, je vous rappelle, la sphère émotionnelle n'a aucun rôle à jouer. De tous les arguments du côté des abolitionnistes, il y en a un qui, à mon avis, a été particulièrement efficace et qui a probablement fait pencher la balance. Les abolitionnistes ont documenté toutes les exécutions capitales effectuées en France depuis des décennies, en majorité des hommes. Et ils constatent, surprise, qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont issus de l'immigration, d'une immigration nord-africaine et de manière plus spécifique algérienne. Donc l'argument est le suivant. Les jurés et les juges, implicitement ou explicitement, avec cette loi, ont tendance à appliquer la peine de mort de manière plus systématique pour des individus issus d'une minorité
l'immigration, plutôt qu'aux individus, entre guillemets, français de souche. Donc, cette loi engendre une discrimination, ce qui est inacceptable. Bien entendu, il est inacceptable qu'une loi puisse engendrer toute forme de ségrégation ou de discrimination, en particulier vis-à-vis de minorités, religieuses, politiques, intellectuelles, ethniques ou autres. Mais il y a un problème, je dirais, méthodologique. C'est qu'à l'époque, il n'y avait aucun élément ethnique dans le recensement national de la population en France. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quiconque proposerait d'ajouter un élément ethnique serait aussitôt traité de fasciste, raciste, etc. Donc il y a un arrière-plan idéologique dans cette affaire. Pourquoi ? En Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, il y a aussi un recensement national de la population, tous les 5-6 ans. Moi-même, j'en ai rempli plusieurs. C'est très détaillé, ça prend du temps, environ 1 heure ou 2. C'est anonyme et ça porte sur tous les domaines de la vie quotidienne. Et dans ce questionnaire, il y a un item qui vous demande quelle est votre origine ethnique. On ne vous demande pas si vous êtes italien ou suédois d'origine. Et vous avez une case à cocher. Moi, je cochais la case caucasien, mais si vous êtes Cherokee, Malécite, Innu, vous cochez la case autochtone. Si vous êtes haïtien, vous cochez la case caribéen, etc. Et cette question n'a aucune intention discriminatoire. Au contraire, parce qu'elle permet au gouvernement et aux autorités de se baser sur un réservoir de données fiable qui permet, comme on dit, de comparer ce qui est comparable. Et lorsque le gouvernement est questionné sur une affaire de discrimination, quel que soit le domaine, le travail, le logement ou autre, il peut donner des réponses qui sont argumentées et qui sont solides. Par exemple, si au fin fond du Texas, il y a une municipalité qui serait réputée pour attribuer des logements sociaux plutôt aux caucasiens qu'aux haïtiens, le gouvernement fédéral peut très rapidement infirmer ou confirmer ce oui-dire, ce qui n'est pas le cas en France. Étant donné l'absence de référence fiable à toute notion d'ethnicité dans la population française, aucun individu ne peut affirmer un lien de causalité à faire entre, d'une part, un phénomène sociétal, comme par exemple la criminalité, et une origine ethnique, que ce soit individuelle ou, comme on dit, d'une minorité. C'est une erreur de jugement critique. Soit est-elle involontaire, soit est-elle volontaire et dans un registre que l'on pourrait qualifier de manipulatoire vis-à-vis d'un public. Puisque, je vous le répète, aucune source fiable dans ce domaine pour, comme on dit, comparer ce qui est comparable. Donc on a affaire à un postulat que l'on pourrait qualifier de faux. Tout d'abord, je vous rappelle quelques caractéristiques de ce qui se passe dans le champ juridique nord-américain. J'ai eu l'occasion d'en parler et d'évoquer certains détails dans des vidéos précédentes, en particulier le fait qu'il y a, entre guillemets, une guerre de basse intensité entre les divers professionnels, quotidienne dans les tribunaux, avec un ensemble de règles et de codes à connaître. Une question intitulée « Punch after the bell question ». Aux États-Unis, ce type de questions qui sont cruciales, elles sont toujours posées entre 15h et 17h, au moment de la journée où les gens sont fatigués, déconcentrés et vulnérables. Cette question a une illustration dans une série légendaire d'Inspecteur Colombo, avec une réplique qui est quasiment une marque de fabrique. Après avoir discuté à bâton rompu avec un protagoniste qu'il pense être le criminel, il quitte le lieu, puis revient, et en le rassurant, il pose une question en apparence banale. Oh, Mr. Derwin, just one more thing, sir. Yes, Lieutenant. I hate to bother you. Could I borrow a dime? Et la réponse à la question va être la clé de voûte de son investigation pour démontrer que ce protagoniste est coupable. J'ai mentionné le fait que j'avais moi-même fait des formations en tant que psychiatre dans le domaine de l'expertise aux États-Unis, dans le champ juridique. Voici 2 ouvrages fondamentaux dans la bibliothèque de tout expert. Pour ce qui est du juridique, on a affaire à ce qu'on appelle le common law, qui est basé essentiellement sur ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc on fait constamment référence
à des jugements rendus précédemment. Ce common law est en vigueur aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie. Et comme on dit sur place, la jurisprudence est la source du droit. Les choses se passent dans le palais de justice. Les procureurs et les juges sont dans leur très grande majorité des ex-avocats qui ont 10, 15, voire 20 ans d'expérience, qui postulent, et qui donc, de fait, ont une formidable expérience professionnelle dans le domaine juridique. Qu'ils soient positionnés du côté du criminel ou du côté des victimes, par exemple, dans le domaine criminel. Les procès se font avec un jury composé de 12 personnes, systématiquement pour une histoire criminelle et de temps en temps pour des histoires civiles. Une illustration hollywoodienne. Un homme porteur d'une vérité, cette vérité, c'est une seule voix fait la différence. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. I want you to watch this because I don't want to have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay? It's about right, maybe a little more. Okay, a little more. Alors j'ai vu qu'en France, les choses ont évolué puisque dans les cours d'assises, dorénavant, il y a 6 jurés et 3 magistrats professionnels. Donc ça n'est plus un jury populaire. Lorsque les jurés se réunissent, et comment un homme, à lui tout seul, peut faire basculer les décisions de ses 11 collègues qui doivent statuer sur l'innocence ou la culpabilité d'un présumé criminel. Cette intrigue est impensable en France compte tenu de ces nouvelles dispositions. Les professionnels de la justice n'étant pas à court, comme on dit, d'arguments d'autorité. Écoutez, Président, je suis jamais venu ici, je suis venu comment ça? Comment m'avez-vous appelé, moi, le juge? J'ai dit Président. On doit dire Monsieur le Président. Oui, mais vous m'avez dit Durand. Dites-moi Monsieur Durand, et moi je vous dirai Monsieur le Président. Dans ce système juridique, il est aussi fait souvent référence à certains articles et amendements de la Constitution américaine qui datent de 1789, dont par exemple l'amendement de l'article 6 qui oblige un juge à organiser un procès dès que possible. La moyenne entre le moment où le présumé criminel est présenté au juge par les forces policières et le moment où le procès a lieu, 3-4 mois. Le présumé criminel a un statut d'innocent. Il n'a rien à démontrer à ce propos. C'est la Cour qui doit faire la preuve de sa culpabilité. Donc je vous rappelle que le procureur en particulier a ce qu'on appelle le fardeau de la preuve. C'est à lui à réunir tous ces éléments. Elle doit le faire avec des preuves, comme on dit par exemple des preuves directes. Et il faut que ces preuves, pour qu'elles soient crédibles, fiables, preuves, comme on dit, au-delà de tout doute raisonnable. C'est une expression qui paraît un peu énigmatique, irrationnelle, et je dois dire que sur place, moi-même, j'ai eu des difficultés pour bien comprendre l'esprit de la loi. Et un jour, un copain juge, pour clarifier les choses, me raconte une anecdote. Un vieux paysan traite une vache dans une étable, la vache renverse 2 fois le seau de lait, il est en colère, il attache les pattes arrière de la vache avec une corde, et au moment de reprendre la traite, il lui vient une envie de pisser. Alors il se lève, il défait son pantalon, il se retrouve devant le cul de la vache. À ce moment-là, sa femme rentre dans l'étable. Au-delà de tout doute raisonnable, ce vieux paysan avait-il l'intention d'avoir des relations sexuelles avec cette vache? Et puis il me dit, récemment, j'ai eu à juger une affaire où un homme au volant d'une voiture en pleine nuit, tempête de neige, il traverse un village isolé, il y a des sacs poubelles, des trottoirs, il y en a un qui déborde sur la route, il le percute, continue son chemin. Le sac poubelle, c'était un sac de couchage, avec à l'intérieur un individu à la rue, qui a été tué. Ce principe a été illustré dans un film célèbre, où l'intrigue est la suivante. Un journaliste et son patron organisent une espèce de supercherie. What about the risk? Ils veulent montrer à la population qu'il y a des failles dans les systèmes juridiques nord-américains. Le journaliste se fait accuser à tort d'un meurtre. Les preuves sont fabriquées par le journaliste et son patron. A cigarette lighter intentionally lost. We're investigating a homicide, Mr. Garrett. And I've been telling you, I never knew that girl. Il est jugé, condamné à mort. We find the defendant guilty. Et au moment où le patron va rencontrer
le juge pour dévoiler le simulacre, il est tué dans un accident d'automobile et les preuves disparaissent. Enfin, une des expressions les plus populaires dans ce domaine, c'est « Justice must be done ». La justice doit être rendue. La vérité, chacun a la sienne. Et même si elle est juridique, chacun a sa propre vérité. Procureurs et juges ont des salaires très élevés, officiellement à visée anticorruption. Incontestablement, ils bénéficient auprès de la population d'un crédit au niveau reconnaissance, au niveau fiabilité, au niveau respect. Comme vous le savez, les États-Unis est un pays où la peine de mort est en vigueur. En fait, c'est plus diversifié que ce simple postulat. Pourquoi? Tout d'abord, au niveau fédéral, la peine de mort est appliquée. Si on fait référence au code de justice militaire et si on a affaire à un crime où est prévue la peine de mort, elle est appliquée. Je vous rappelle qu'au procès de Nuremberg, où les condamnés à mort ont été pendus, ils l'ont été dans les heures qui ont suivi la sentence prononcée, et que parmi eux, il y avait un certain nombre de membres des forces armées américaines qui avaient commis des crimes de guerre dans les territoires occupés. D'autre part, chaque État dispose d'une certaine latitude au plan juridique, que ce soit au niveau civil ou criminel. Ce qui fait qu'il y a 3 cas de figure. Le premier, soit la peine de mort est en vigueur, ce qui est le cas à peu près d'un peu plus d'une vingtaine d'États, dont la Californie, le Texas. Elle est donc appliquée. Alors cette sentence est appliquée en faisant référence à un certain nombre de critères qui sont pris en compte par les jurés et par le juge. Il y a à peu près une douzaine de critères. Les 3 plus importants sont les suivants. La préméditation, l'association du crime de sang avec un autre crime, cambriolage, viol, le casier judiciaire du présumé criminel. Par exemple, un homme épouse une femme, l'incite à souscrire une assurance vie dont il sera le bénéficiaire. Il tue cette femme, acquis l'assassinat en un accident de voiture, il est arrêté, jugé et il sera condamné à mort. Par contre, une jeune femme rentre chez elle, elle tombe sur son mari qui a une relation sexuelle avec la voisine, elle prend ce qui lui tombe sous la main, tue la voisine, elle ne sera en aucun cas condamnée à mort. Une fois que le jugement est rendu et la sentence prononcée, il y a automatiquement un appel qui est fait. Alors cet appel, il va vers d'autres juridictions qui sont dites supérieures et qui peuvent aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Ce qui engage le condamné et l'équipe juridique à un parcours qui peut durer des années. Au bout duquel, en moyenne, 10% des individus sont soit graciés, soit relaxés. Il y a environ 1-2% de femmes condamnées à mort. Le détenu est transféré aussitôt dans ce qu'on appelle un death row, c'est-à-dire un couloir de la mort, dans un pénitencier fédéral, où il sera exécuté peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, selon l'évolution de ce parcours, qui, pour anecdote, est très coûteux pour le ministère de la Justice des États-Unis, au point que certains juges préfèrent infliger une quarantaine d'années de prison à un meurtrier que la peine de mort, étant donné les coûts très importants que cela engendre du côté d'un État. D'autre part, le condamné peut choisir le mode d'exécution. Il y a en principe 4, la pendaison, l'électrocution, l'inhalation d'un gaz toxique, l'injection létale. Par exemple, il y a actuellement en Californie environ 600 détenus qui sont en attente d'être exécutés. Le procédé utilisé le plus fréquemment, c'est l'injection létale. Au plan historique médico-légal, que le procédé le plus efficace pour tuer un individu condamné à mort, c'est la pendaison. Il faut que ce procédé soit confié à un professionnel de l'administration pénitentiaire ou de la justice, que l'on appelait auparavant bourreau. Avec la chute du corps, cela engendre une dislocation des vertèbres cervicales, il n'y a pas d'agonie préalable et une perte de connaissance quasi instantanée. Et la mort à environ 2 à 3 secondes. Une mort garantie. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres procédés utilisés. En particulier, l'injection létale. Alors, elle pose 2 problèmes. Le premier, c'est qu'elle représente une médicalisation de la peine de mort. Le champ juridique se déplace dans le champ médical pour recycler des produits, des procédés techniques pour tuer un individu. Procédés et produits, qui sont des médicaments, sont destinés à soigner les gens. Par conséquent, c'est une infraction à un code de déontologie ou à toute éthique médicale. Au point que, paraît-il, certains laboratoires refusent de livrer ces produits. Le deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est le fait que, de manière cyclique, il y a un condamné à mort qui présente une agonie qui peut durer quelques minutes, parfois 1 heure à 2 heures. Ce détenu est encore vivant, mais il est agonisant. On ignore s'il souffre, est-il conscient de son état,
On n'a pas de réponse à ce propos. Mais le fait qu'il y ait cette situation qui est une quasi-torture est bien entendu inacceptable au plan juridique. Ce qui là aussi représente une sorte de double peine, puisque le condamné est à la fois incarcéré et en attente d'être exécuté. Au début des années 2000, sur place, j'ai rencontré le psychiatre qui avait été désigné par l'État de l'Oklahoma pour organiser les évaluations du détenu le plus célèbre, entre guillemets, de l'histoire criminelle nord-américaine, Timothy McVeigh. Un jeune homme qui a organisé un attentat en installant un camion avec des explosifs au pied d'un immeuble fédéral. Explosion qui a engendré 168 morts et 680 blessés graves. Hommes, femmes, enfants, puisque dans ce bâtiment, il y avait une garderie pour les employés. Et ce psychiatre me dit, j'étais persuadé que j'allais rencontrer soit une espèce d'antisocial ultra-violent et manipulé par un groupe, ou bien un paranoïaque, délirant, persécuté. Absolument pas. Et il me dit avoir rencontré un jeune homme, comme vous et moi, n'ayant aucun trouble psychiatrique actif au moment des faits, était dans une mouvance suprémaciste. Une idéologie raciste et meurtrière. Et il se considérait comme un militant, voire un soldat. Et au moment de son exécution, il se montrait particulièrement digne et serein. Je fais ici un aparté à propos de Hollywood, puisque vous savez que dans le cinéma hollywoodien, la beauté physique est synonyme de beauté morale. L'illustration iconique, c'est évidemment la femme fatale. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo à ce propos. Dans les représentations sociales, on a tendance à faire des liens entre la monstruosité d'un crime et le criminel lui-même un monstre. Souvent, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de corrélation entre l'éventuelle monstruosité d'un individu et l'acte criminel qu'il commet. Je vous rappelle que j'avais eu l'occasion d'évoquer cette jeune femme qui avait assassiné ses 2 enfants. En les attachant vivants dans son automobile, qu'elle pousse dans un lac où ils meurent noyés. Il y en a les gangs kidnapping effectués par un Afro-Américain. Et quand on regarde la photo, on pourrait imaginer qu'elle soit figurante et joue le rôle d'une réceptionniste dans une série américaine. Deuxième cas de figure, l'État, il y a un moratoire vis-à-vis de la peine de mort depuis plusieurs années, ce qui fait qu'elle est disponible dans le champ juridique, mais aucun juge ne prononce la sentence. Par exemple au Nevada. Troisième cas de figure, la peine de mort est abolie. Cette sanction n'est plus prononcée ni appliquée. L'État qui, le premier, a aboli cette sanction, c'est le Maine en 1887. Dans cet État réside l'écrivain Stephen King, dont il est originaire, et qui a écrit en particulier le roman La ligne verte, dont je vais vous reparler. L'État du Maine, sur la côte nord atlantique américaine, personnellement, je connais très bien cet État qui a un paysage maritime magnifique avec tout un ensemble culturel, paysager, de villages, de traditions maritimes. Je vous rappelle que dans l'histoire du cinéma hollywoodien, ce thème scénaristique centré sur la peine de mort ou le couloir de la mort est plutôt rare. À peu près une dizaine de films. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un genre cinématographique qui engendre chez les spectateurs, dans la sphère émotionnelle, un certain nombre de choses qui sont plutôt dans un registre négatif. D'autre part, le héros, le plus souvent, engendre un double mouvement qui est à la fois la fascination et la répulsion. Donc ça n'est pas, comme on dit, du cinéma grand public. Un film familial. Je vous rappelle que dans l'histoire du cinéma hollywoodien, la famille, c'est le noyau dur du cinéma. C'est une famille qu'il faut respecter. Elle est paisible, croyante, unie et laborieuse. Alors parmi ces films, tout d'abord La ligne verte. En anglais, Green Mile, un film réalisé en 1999 par Frank Darabont. Alors ce film, comme je vous l'ai mentionné précédemment, est inspiré d'un roman feuilleton écrit par Stephen King. L'intrigue est centrée sur une espèce de huis clos dans un couloir de la mort où évoluent quotidiennement 4 gardiens et un certain nombre de détenus qui seront exécutés, ce qu'on appelait à l'époque la chaise électrique, donc par électrocution. Parmi ces gardiens, il y a un gardien-chef joué par Tom Hanks, Paul, qui a une certaine éthique professionnelle.
et un personnage surprenant, atypique, une souris qui, de temps en temps, occupe le devant de la scène. Ce film est devenu un film culte. You think if a man sincerely repents on what he done wrong? John Coffey, you have been condemned to die in the electric chair by a jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing in this state. Questions? Do you leave the light on after bedtime? John Coffey is a murderer. I don't think he did it at all. Take my hand, both. You see for yourself. Le film Death Row, Cell 2455, donc Couloir de la mort, cellule 2455, réalisé par Fred F. Sears en 1955. Alors ce film est basé sur l'histoire authentique d'un détenu célèbre à l'époque, Caryl Chessman, personnage joué par William Campbell, qui, pendant les années où il a été incarcéré, a étudié le droit pour pouvoir, à un moment donné, obtenir une grâce. Donc on a affaire à un héros porteur d'une vérité. This is the autobiography of a condemned criminal. A book that openly confesses the many crimes committed by the most notorious juvenile delinquent in recent years. A book written against a date with death. The jury has found you guilty on 17 of the 18 charges, on 2 of which the penalty is death. 50 times I've heard that elevator take men on their last ride. And I'm next. La vie de David Gale, réalisé par Alan Parker en 2003. L'intrigue est centrée sur un militant abolitionniste de la peine de mort qui se retrouve accusé, jugé, condamné à mort pour l'assassinat d'une de ses collaboratrices. I know that I'm not doing too well. I would do anything to pass. Anything, huh? Anything. Something profoundly stupid happened last night. Don't look away. You shouldn't be doing this. Don't miss a word. Mr. Gale, Austin Police. Because the truth. Someone's framing you. Oh, it's more than that. Will blow your mind. Oh my God. The life of David Gale. Le film Dead Man Walking, La Dernière Marche, réalisé par Tim Robbins en 1995, et qui met en scène une religieuse en civil qui apporte un soutien spirituel à des détenus condamnés à mort. Et en particulier à un certain Matthew, joué par l'acteur Sean Penn, qui sera exécuté pour un double assassinat. Cette religieuse éprouve de l'empathie pour ce détenu, qui est une espèce de monstre cinématographique, violent, raciste, et qui est en fait un authentique meurtrier. In the courtroom at his sentencing, he was smiling and chewing his gum. He is an unfeeling, perverse misfit, and it is time. He is to be executed in 6 days. You must be very, very careful. You want to be there to comfort him when he dies? This is an evil man. But I didn't kill him. I didn't kill nobody. I swear to God I didn't. I don't want to see no crime. Don't execute this man. You can stop this from happening, sir. You're a son of God. Nobody ever called me no son of God before. Call me a son of you-know-what a lot of times. Never no son. His last chance at life. Comme conclusion provisoire, je vous propose de faire un lien entre la peine de mort et un concept qui nous est familier dans la civilisation judéo-chrétienne, mais aussi dans notre société, qui est celui de bouc émissaire ou d'agneau sacrificiel. Alors, par exemple, dans la religion chrétienne, on ne peut pas ne pas évoquer le sacrifice d'Abraham. Dans la Grèce classique, la tragédie, qui en grec vient du mot tragoudos, qui signifie le chant du bouc. Tragédie qui est destinée à engendrer chez le spectateur la crainte et la pitié, mais aussi à provoquer une purge des passions, une expérience qu'on appelle la catharsis. On parle aussi de pharmakon, qui est à la fois un poison, un remède et le bouc émissaire. Pourquoi cet animal? D'abord parce qu'il est familier, un côté capricieux,
impulsif, parfois agressif, difficile à apprivoiser, donc indépendant. Il a des yeux clairs avec un regard un peu énigmatique. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que le diable, lorsqu'il veut prendre forme humaine, apparaît avec des sabots, une paire de cornes et une barbe. Donc exprimant de ce fait tout ce qui a à voir avec le désir sexuel. De nombreuses sociétés dites primitives ou anciennes, le bouc émissaire, qu'à un moment donné, une cité, un groupe, une société désigne ou un animal ou un individu comme porteur de tous les maux, de la honte, de la maladie, des péchés. Et de ce fait, il faut soit le détruire, soit l'expulser vers un exil. Alors, si c'est un animal, je viens de vous le dire, c'est la chèvre ou le bouc. Et par exemple, on sacrifie un bouc et on prend un autre bouc que l'on déguise et que l'on amène dans un désert. Ça peut être aussi un humain. Donc, une sorte de rite expiatoire, de rituel qui, quelque part, régule la violence sociale. À ce propos, je vous suggère la lecture de cette nouvelle écrite par Shirley Jackson. L'ouvrage, c'est une adaptation en bande dessinée faite par un des plus grands dessinateurs nord-américains, Miles Hyman. Cette romancière a publié en 1948 dans le New Yorker Post, à l'époque c'était le journal de référence pour toute l'intelligentsia nord-américaine, une nouvelle qui va, dès sa publication, engendrer dans le public, chez les lecteurs, des réactions extrêmes, de violence, de consternation, de haine, de stupeur. Pourquoi? L'intrigue est la suivante. Un petit village paisible, probablement dans le Middle West. Chaque année, toute la population est réunie sur la place, quelques centaines de personnes. Hommes, femmes, enfants. On organise un tirage au sort avec une urne. Chacun a un bout de papier dans la main et c'est celui qui a un bout de papier avec une marque qui est aussitôt assassiné par les habitants. Il est tué à coups de pierre. Dans le livre, c'est une jeune femme. Et puis chacun reprend ses activités jusqu'à l'année suivante. En fait, personne ne sait l'origine de ce rituel, ni de quand il date. Alors pourquoi ces réactions extrêmes? Tout simplement parce que le talent de l'écrivain, c'est d'avoir pu amener le lecteur à un cadre bucolique, paisible, à une scène d'horreur, de manière abrupte. Certains lecteurs ont même exigé de savoir où se situait ce village aux États-Unis. Bon, la romancière était menacée. Bien entendu, cette nouvelle est une illustration du rite de purification. Mais dans la nouvelle, ce sont les faits bruts, comme on dit. Voici une illustration récente dans le cinéma hollywoodien, le film en français La Purge. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous.